Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité renouvelée à la TFM. Bienvenue dans le 20h de la télévision Futur Média. Dans l'actualité de ce mercredi, restez chez vous. Le couvre-feu entre en vigueur maintenant. Plus personne dehors jusqu'à demain 6h. Qui est concerné et qui ne l'est pas? On vous explique tout dans un instant. Premier jour de l'état d'urgence au Sénégal. Le gouvernement monte d'un cran dans la riposte. Le ministre des Transports terrestres annonce de nouvelles mesures de régulation du secteur des transports. Oumar Youm déclare la fermeture des gares routières interurbaine. L'actualité de ce mardi, c'est toujours le balai des autorités politiques au palais présidentiel. Tous les leaders ont décrété l'union sacrée pour combattre le coronavirus. 7 nouveaux cas sont enregistrés aujourd'hui. Décès de la légende de l'afro-jazz Manu Dibango, roi de la Mokassa, décédé des suites du Covid-19. Immense perte pour Youssou N'Dour, qui a perdu un grand frère selon le PCA de GFM. Même la flamme des Jeux Olympiques s'éclipse face au pernicieux coronavirus. Prévu cet été, les Jeux Olympiques de Tokyo sont reportés à l'été 2021. Un crève-cœur pour le monde sportif, mais nécessaire pour préserver la santé des compétiteurs. Et d'abord, 7 personnes corona positives sur les 59 tests réalisés. Suivons là-dessus les précisions du directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Aloyse Diouf. Il s'agit entre autres de 3 cas importés et de 4 cas contacts suivis. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Touba et à Ziguinchor est stable. À ce jour, 86 cas ont été déclarés positifs, dont 8 guéris et 78 encore sous traitement. Je le disais, les autorités montent d'un cran dans la riposte pour éviter la flambée du coronavirus dans le pays. Le ministre du Transport annonce la fermeture des gares interurbaines. Les liens sont ainsi coupés entre les régions du Sénégal. Masques et gants pour tout le monde dans les transports. Diminution également des passagers à bord des véhicules. Voyons tout cela avec Pape Faraning. Des séries de mesures drastiques dans le secteur du transport urbain et interurbain ont été prises pour stopper la propagation du Covid-19. Bus, minicars et autocars dans l'œil du cyclone. Désormais, chauffeurs et passagers sont tenus de respecter les mesures édictées. Effectuant un transport public ou privé se fera dans le respect des places assises qui seront distribuées pour tenir compte des distances d'au moins 1 mètre entre les passagers. Ainsi, le nombre de passagers à bord de ces catégories de véhicules à usage public ou privé sera limité à la moitié des nombres de places prévues par la carte grise du véhicule. Tous les passagers d'un véhicule de transport seront munis d'équipements appropriés de protection, gants, masques, produits hydroalcooliques, mouchoirs jetables. Les passagers ainsi que le conducteur doivent systématiquement porter des masques et des gants durant tout le trajet. Le nombre de passagers à bord des taxis urbains et véhicules particuliers est limité à 3 places au lieu de 5 comme habituellement sur la carte grise. Les 3 places comprennent bien sûr la place du conducteur. Le nombre de passagers des véhicules 2 roues est limité à 1 place. Les gares routières non officielles et toutes les activités qui tournent autour de ces gares seront fermées. Les commerces, regroupements à l'intérieur et aux abords des gares de gros porteurs sont interdits. L'accès des personnes dont les activités ne sont pas directement liées au fonctionnement et à l'exploitation des gares est également interdit. Le ministre des Transports terrestres met en garde contre toute augmentation des tarifs par les transporteurs interurbains. J'invite aussi les opérateurs de transport au respect de la tarification. En aucun cas, les mesures restrictives sur l'offre de transport ne doivent conduire à une augmentation des tarifs. C'est pourquoi j'ai mis en place depuis hier
un comité de veille et de suivi des impacts du coronavirus dans le secteur des transports terrestres. Face à la presse, Maître Oumarion exhorte les usagers de la route à se conformer aux mesures pour le bien-être de tous. 20h08, normalement vous êtes tous à la maison un peu plus tôt que d'habitude pour certains. Le couvre-feu est rentré en vigueur depuis 8 minutes maintenant. Les récalcitrants risquent 2 mois à 2 ans d'emprisonnement et 20 000 à 500 000 francs d'amende. Qui n'est pas concerné par le couvre-feu suivant les précisions du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. L'état d'urgence est réglementé depuis longtemps. Nous avons, comme vous le verrez certainement, vous l'avez vu certainement dans le décret, la loi 69-29 du 29 avril 69 et 69-30 du 29 avril 69, donc qui sont des lois relatives à l'état d'urgence et à l'état de siège. Donc, en l'article 21 de cette loi, les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs ou de l'une des 2 peines. Comme on le sait, la circulation sera interdite dans toutes les circonscriptions de 20 h jusqu'à 6 h du matin. Nous aurons les gendarmes, nous aurons les policiers, nous aurons également les militaires, donc qui sont en train de s'organiser pour pouvoir occuper en tout cas tout le territoire et nous aider à faire respecter les mesures de restriction. En tous les cas, les rues de la capitale sont un peu plus clairsemées que d'habitude depuis l'annonce des cas communautaires de coronavirus. Le couvre-feu de 20h à 6 h du matin. Les Sénégalais ont-ils bien compris le mot d'ordre? Suivant ce reportage de Alassane Ba et Mohamed Djeng. Abdounian ignore dans le fond ce qu'est un couvre-feu ou un état d'urgence, mais soutient tout de même les actions du chef de l'État pour faire face au coronavirus. On a compris, on n'a pas compris, mais bon, nous allons prendre nos dispositions et combattre ce virus. Tout le contraire de Chirou qui a vécu l'expérience d'un couvre-feu. Nous vivions des couvre-feux durant toute une journée, contrairement à ce qui a été décrété par le chef de l'État. Je pense que c'est facile à supporter puisque c'est pour notre bien. Boulevard de la République, une circulation assez timide. Les taxis et particuliers occupent pratiquement le décor au-delà de quelques vendeurs installés sur les trottoirs. Babacar, taximan, estime que la clientèle se fait rare. Les Dakarois commencent à s'auto-confiner. Ce que nous devons faire, c'est respecter les mesures édictées. C'est dur, mais bon, on gère. La clientèle se fait rare. Je suis d'accord avec le président. Et je veillerai à ce que ma femme respecte les lois et les propositions faites. Nous, en tant que citoyens, nous devons respecter cette décision, tout en respectant les couvre-feux, éviter les rassemblements inutiles et c'est chacun de respecter les mesures sanitaires. Ces quelques citoyens rencontrés approuvent les décisions prises par le chef de l'État. Reste à se mobiliser, tous pour combattre l'ennemi. Comment ? Merci Alassane. Venons-en maintenant à ce premier jour de l'état d'urgence au Sénégal en vertu de l'article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969. Le président de la République a peu ou prou désormais les pleins pouvoirs. Explication Ibou Diouf. Pour bien saisir le sens et la portée de l'état d'urgence, on peut se référer à la loi 69-29 du 29 avril 1969. Il faut retenir qu'en cas d'état d'urgence que la légalité a mise en veilleuse et que l'autorité dispose de plus de pouvoirs publics. La finalité est de maîtriser la situation. Il s'agit de la liberté de circulation, de la liberté de presse, les réunions publiques et tout autre rassemblement. L'état d'urgence est institué dans les conditions prévues à l'article 58 de la Constitution qui précise dans son alinéa premier que le chef de l'État est détenteur du pouvoir réglementaire et dispose de l'administration également. Ces dispositions donnent pouvoir à l'autorité administrative compétente d'interdire la circulation des personnes, des véhicules dans certains lieux
à certaines heures. À l'article 2, à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics et interdit tout cortège, défilé et manifestation sur la voie publique. Les personnes dont les activités s'avèrent dangereuses peuvent être assignées à résidence. Le Sénégal indépendant a connu 3 états d'urgence en 1968 avec le président Léopold Sédar Senghor, en 1988 avec le président Abdou Diouf et 20 ans plus tard avec le chef de l'État Macky Sall. La circulation étant contrôlée, la mise en fourrière de tout véhicule dont le conducteur aura tenté de se soustraire au contrôle des services de police. Et à l'article 8, l'autorité administrative compétente peut interdire à titre général ou particulier la circulation des aéronefs et des navires. L'article 21 insiste sur les infractions aux dispositions de la présente loi avec la clé des sanctions allant de 2 mois à 2 ans de prison et d'une amende de 20 à 500 000 francs CFA. La date à laquelle prend fin l'état d'urgence ou l'état de siège est fixée par décret avant l'expiration du délai. À l'endroit de la presse, rappelons que l'article 10, alinéa 2 de la loi 69-29 du 29 avril 69 relatif à l'état d'urgence donne à l'autorité administrative le pouvoir de contrôle de la presse et les publications de toute nature. Merci Ibou. L'état d'urgence que les Sénégalais n'avaient plus vécu depuis le conflit sénégalo-mauritanien, souvenez-vous, c'était en 1989. Notre pays en a pourtant connu d'autres, suivant là-dessus les précisions du constitutionnaliste Ngouda Mboup. Il est arrivé que le Sénégal soit dans le cadre communautaire, notamment dans la communauté française, et que l'état d'urgence fut déclaré en France et que en 1955, ça concernait donc le territoire sénégalais. Mais après aussi, lors de la crise de 1962, parce que c'est rappelé dans la loi de 69 que l'état d'urgence a été décrété au Sénégal avant 1962, après 62, ce qui s'était passé, c'était tout simplement la crise politique entre les deux têtes de l'exécutif, le président Dia et le président Senghor. Mais il faut rappeler qu'en 1988 aussi, ce qui s'était passé, c'était une question électorale, notamment l'élection présidentielle, qui était très mouvementée. Les populations doivent veiller à respecter ces interdits-là, à ne pas les violer, parce que tout simplement qu'en réalité, il y va de leur santé. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'autorité de police, notamment l'autorité administrative, a la possibilité de prendre des arrêtés par-ci et par-là. Ce matin, les leaders politiques ont répondu à l'appel du président de la République. Les audiences se poursuivent d'ailleurs. À l'image de Ousmane Sonko, le président de PASTEF prône la cohésion nationale face au Covid, mais il a fait part de ses inquiétudes, de son scepticisme notamment sur la remise fiscale partielle annoncée pour les entreprises. Suivons là-dessus Ousmane Sonko. Nous avons considéré que les 50 milliards alloués aux mesures sociales nous semblent assez peu. Notamment, si vous avez une enveloppe de 1000 milliards, vous connaissez la situation du pays. Je crois qu'il faut envisager mettre un peu plus. Nous n'avons pas entendu de mesures pour les salariés, par exemple, également. Il n'est pas question pour nous de dire, oui, les gens ne vont pas payer ceci ou cela. Il y a beaucoup de choses qui se disent, on ne paye pas le loyer, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas l'électricité. On n'est pas à ça, puisqu'on n'a pas prononcé une mesure de confinement. Les gens peuvent continuer plus ou moins à vaquer à leur occupation, mais il faut envisager des mesures pour accompagner ces pans, parce que beaucoup de gens dépendent de ces salariés. Et nous avons également abordé des préoccupations, toujours par rapport à l'utilisation de cette enveloppe et surtout au contrôle de cette enveloppe. Fassal, pour sa part, prône l'union sacrée. La pandémie est une réalité et une vraie menace. Le socialiste invite à plus d'unité. Le pays, nous dépassons un certain nombre de contingences pour que tous ensemble, puisque cette maladie nous invite, pour que nous puissions être efficaces dans notre lutte contre elle, nous invite à plus d'unité, à plus de solidarité, à plus de responsabilité dans nos attitudes, dans nos comportements et dans nos actes que nous posons chaque jour. Aujourd'hui, c'est l'individu qui est touché et c'est toute la machine économique et financière qui est presque à terre. Je crois que l'une des leçons
de cette pandémie, c'est qu'on sera obligé d'aller vers une remise en cause de nos modèles de développement et de nos modèles économiques. Mais pour ce pays, il s'agit d'être solidaires, d'être unis. Et nous voulons vraiment féliciter le gouvernement pour les initiatives prises et lui assurer de notre soutien. Puis Rufisque a enregistré hier ses 2 premiers cas de coronavirus, une annonce du préfet qui invite au respect des règles préventives d'hygiène et aux mesures annoncées par le chef de l'État. La mobilisation est sonnée pour aller arrêter la propagation du virus dans la ville de Rufisque. Voyons tout cela avec Ousseinou Thiam et Ahmadou Bambassamb. Jusque-là épargné par la propagation du coronavirus, Rufisque a enregistré hier ses 2 premiers cas confirmés du Covid-19. Une annonce du préfet en marge de la réunion du comité local de lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, on peut le dire, nous avons enregistré malheureusement nos 2 premiers cas dans le département de Rufisque. Cette situation nous recommande fortement de changer de comportement. Et de prendre la menace très au sérieux. Depuis ce matin d'ailleurs, l'opération de désinfection du département a démarré, le service d'hygiène l'a démarré et tout à l'heure dans la soirée, le service d'hygiène va démarrer une vaste opération de désinfection dans tout le département de Rufisque. Une raison suffisante pour les autorités de sortir les gros moyens à travers cette opération de saupoudrage de la sous-brigade d'hygiène. Du moment que le service d'hygiène est le bras armé du ministère de la Santé en matière de prévention, on a fait tout pour faire ça. Vous avez vu, comme nous, on a attaqué également le marché portable, le forêt municipal, la gare routière, le quai de pêche et le marché central. Donc tous les éléments étaient réunis ce matin pour faire cette grande opération. Chez les autorités et les élus, le message reste le même. Ça, ce n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire de conscience citoyenne. Il ne faut pas que notre inconscience nous amène à des situations que personne ne pourra gérer. Tous, ils appellent les Rufisquois au respect des règles d'hygiène et des mesures annoncées par le chef de l'État. Merci Ousseinou. La région de Ziguinchor compte désormais 3 cas positifs au coronavirus. Le 2e cas est importé alors que le 3e résulte du contact avec le 1er cas. C'est le comité régional de gestion des épidémies qui a donné l'information. Les propos du professeur Ansoumana Diatta avec notre équipe à Ziguinchor. Ont été effectués. Malheureusement, 2 sont revenus positifs. Il s'agit donc de 1 cas importé, c'est le cas de Cap Skirring, et il s'agit d'un Français résident au Cap Skirring de 68 ans et qui présentait donc à l'arrivée quelques symptômes suspects de la maladie. Le 2e cas est un cas contact positif également, mais il s'agit d'un cas contact du 1er cas qui a été testé positif ici à Ziguinchor. Ce qui fait à l'heure actuelle 3 cas positifs confirmés au niveau de la région de Ziguinchor. Et ces cas positifs, il faut le dire, sont tous internés, hospitalisés au niveau du site de prise en charge qui se trouve au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. Le coronavirus n'épargne personne. Le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango est mort des suites du Covid-19, hospitalisé depuis plusieurs jours après avoir contrôlé positif au Covid. Manu Dibango est décédé à l'âge de 86 ans. Fatou Kinedem. Le saxophone, un instrument qu'il découvre dans le Saint-Germain-des-Prés. Si les portes de l'école lui sont fermées après son échec au baccalauréat en 1956, d'autres s'ouvrent à lui, celle de la musique. Manu Dibango, Emmanuel Mdjoké Dibango de son vrai nom, pose ses valises à Bruxelles. À côté d'André Vercheron, Papa Manu, comme on le surnommait, jouait de la variété. Sa rencontre avec le chef d'orchestre de l'African Jazz, Joseph Kabazeli, lui permet de mieux connaître Kinshasa, autrefois appelé Léopoldville. De retour en France, 3 ans plus tard, ce saxophoniste devient pianiste de rock pour Dick Rivers, organiste
puis chef d'orchestre pour Nino Ferrer. Soul Makossa, l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations de 1972, porte sa signature. C'était au Cameroun. Une vie, beaucoup de voyages. Manu Dibango découvre le théâtre Apollo, temple de la musique afro-américaine à Harlem. L'homme se voulait aussi panafricaniste. À côté des musiciens africains, il s'est engagé dans la lutte contre la famine en Éthiopie. Afro-européen, négropolitain, sa fierté. Dibango séduit le monde avec ses enregistrements dont Wak Africa en 1992, Lamasta Bastani en 1996, Kamer Feeling en 2001 et puis en 2019, il fait plaisir à ses fans en remontant sur scène, cette fois-ci pour fêter ses 60 ans de carrière. À 86 ans, le grand saxophoniste s'éteint à jamais, laissant derrière un riche héritage. Fatou Kiné, vous l'avez dit, le roi de la Makossa, immense perte pour Youssou N'Dour qui a perdu un grand frère selon le PCA de GFM que nous allons peut-être retrouver tout de suite au palais présidentiel où il est reçu par le président de la République, toujours dans le cadre de l'opération Dan Coronavirus et les mesures annoncées par le chef de l'État. En attendant, sachez que même la flamme des Jeux Olympiques s'éclipse face au pernicieux coronavirus prévu cet été. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont aussi reportés comme de nombreux événements sportifs à l'été 2021. Un crève-cœur pour le monde sportif, mais nécessaire pour la santé des compétiteurs selon plusieurs fédérations dans le monde. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue tout de suite. Soir d'info, Aram Touré. Vous recevez ce soir le professeur Mamadou Aliou Diallo, professeur de droit. Bonsoir Aram. Merci bien, Chérif Diop. Nous en venons à notre deuxième invité.